Après avoir perdu ma jambe dans un accident, mon mari a dit que j'étais inutile et est parti pour une autre femme. À la maison, il n'y avait que ma mère malade et moi. Pour survivre, j'ai travaillé de toutes mes forces. Mais un jour, le facteur m'a apporté une lettre dans une enveloppe étrange. Après l'avoir lue, tout a changé. Je m'asseyais dans mon fauteuil roulant près du lit de ma mère, comptant les billets froissés dans mon portefeuille usé. 8 $, c'était tout ce qui restait pour les médicaments et la nourriture jusqu'à la fin du mois. Je soupirais en regardant le visage pâle de ma mère. Ma mère dormait, respirant doucement, et je ressentais un petit soulagement qu'au moins dans son sommeil, elle ne ressentait pas de douleur. J'ai poussé mon fauteuil vers la fenêtre. Dehors, la pluie de printemps brouillait les façades grises des immeubles de 5 étages et les arbres dénudés dans la cour. J'ai frissonné. L'appartement était froid, les radiateurs à peine chauds. Il n'y avait pas d'argent pour payer le chauffage. Je devais économiser sur tout. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 10h30 du soir. Je devais m'asseoir à la machine à coudre pour finir une commande pour le matin, mais mes yeux étaient lourds de fatigue et mes mains tremblaient. Je n'avais pas dormi depuis plus d'une journée, essayant de jongler entre le travail et les soins à ma mère. Soudain, on a frappé à la porte. Sur le seuil se tenait mon voisin, Lucas, tenant un grand sac. « Désolé pour la visite tardive », a-t-il dit. « Il y a eu une commande urgente pour vous. 20 tabliers d'enfants à coudre pour lundi. Je sais que vous êtes la meilleure pour ce travail. » Il m'a tendu une enveloppe remplie d'argent. J'ai voulu refuser. J'étais totalement épuisé. Mais en regardant ma mère endormie, j'ai hoché la tête. « Merci, Lucas. » J'essaierai de m'en sortir. Après que le voisin soit parti, j'ai sorti les chutes de tissu vif du sac. Encore 2 nuits blanches devant moi. Mais je n'avais pas le choix. Je devais gagner ma vie. J'ai poussé mon fauteuil jusqu'à la machine à coudre et je me suis mis au travail. L'aiguille cliquait rythmiquement, mes doigts manœuvrant habilement le tissu. J'étais tellement absorbé que je n'ai pas remarqué le passage de plusieurs heures. Soudain, ma mère a gémi dans son sommeil. Je me suis précipité au lit, j'ai ajusté l'oreiller et j'ai essuyé la sueur du front de ma mère. Ma mère a légèrement ouvert les yeux, a essayé de dire quelque chose, mais seul un râle est sorti. J'ai apporté un verre d'eau à ses lèvres et je l'ai aidé à boire. « Ça va, maman. »« Dors » ai-je murmuré, en caressant la main ridée de ma mère. Après m'être assuré que ma mère s'était rendormie, je suis retourné au travail. Ma tête bourdonnait à cause du manque de sommeil. Mes yeux étaient doubles, mais j'ai continué obstinément à coudre. Je devais finir au moins la moitié de la commande avant le matin. Alors que l'aube commençait à poindre dehors, on a frappé à nouveau à la porte. Le facteur se tenait là, une enveloppe noire à la main. « Dolores, vous avez une lettre recommandée. Veuillez signer. » Il m'a tendu un reçu. J'ai regardé l'étrange enveloppe avec surprise, noire avec un gaufrage doré et un seau de cire. Je n'avais vu de telles lettres que dans les films. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti une épaisse feuille de papier. « Chère Dolores, nous vous informons que selon le testament de votre tante Rebecca Rogers, décédée le 15 mars de cette année, vous êtes l'unique héritière. » J'ai fixé la lettre sous le choc. Tante Rebecca, celle dont la famille n'avait pas parlé pendant 20 ans à cause d'une querelle d'héritage. Elle m'avait laissé un héritage. J'ai continué à lire, et mes yeux se sont écarquillés d'étonnement. Une maison de 2 étages, un compte bancaire avec une grosse somme d'argent. Mais il y avait une condition. Je devais emménager dans la maison et m'occuper du fils malade de ma tante, Marcus. Un fils ? Quel fils, ai-je marmonné. Je n'avais jamais entendu parler d'un enfant de tante Rebecca. Stupéfaite par la nouvelle, j'ai poussé mon fauteuil jusqu'au lit de ma mère. Ma mère était éveillée, me regardant attentivement. « Maman, tu savais que tante Rebecca avait un fils ?» j'ai demandé. Ma mère a hoché faiblement la tête, essayant de parler. Avec difficulté, ne bougeant que ses lèvres, elle a murmuré « Va, ma chérie. » Je l'ai regardée avec confusion. « Pars, abandonne tout ici et fonce vers l'inconnu. » Et ma mère ? Et le travail ? Pourtant, au fond de moi, je savais que c'était une chance de changer nos vies pour le mieux. D'échapper à la pauvreté, d'avoir un foyer décent, et d'avoir l'opportunité de soigner ma mère. Résolument, j'ai décroché le téléphone et composé le numéro du notariat indiqué dans la lettre. Après la 3e sonnerie,
une voix masculine rauque a répondu « Bonjour, je m'appelle Dolores. J'ai reçu une lettre concernant un héritage de Rebecca. » Pendant que je parlais, confirmant les détails du testament et notant l'adresse de la maison à Boston, ma mère me regardait attentivement. Quand j'ai raccroché, la vieille femme a souri faiblement et a murmuré à nouveau « Va. » J'ai caressé la main ridée de ma mère. « Tu crois vraiment, maman ? Nous ne connaissons même pas ce Marcus. Et s'il était dangereux ? Et comment nous débrouillerons-nous seuls dans une ville étrangère ? » Ma mère a levé avec effort une main et a touché ma joue. Ses yeux semblaient dire « Je crois en toi. » J'ai pris une profonde inspiration. 20 000 $, une somme énorme pour nous. Avec cet argent, je pourrais payer un bon traitement pour ma mère, acheter un fauteuil roulant moderne, rénover notre maison. Mais je ne pourrais obtenir tout cela que si je déménageais à Boston et m'occupais d'une cousine inconnue. J'ai regardé par la fenêtre l'aube naissante. Une décision devait être prise. Rester ici dans la pauvreté et le désespoir, ou tout risquer pour une maigre chance de vie meilleure. Mon regard s'est porté sur les tabliers inachevés, le portefeuille vide, le visage pâle de ma mère, et j'ai hoché résolument la tête. D'accord, maman. Nous irons. Nous essaierons de recommencer. Des larmes ont brillé dans les yeux de la vieille femme. Elle a faiblement serré ma main, comme pour me bénir pour cette étape difficile. Je ne savais pas encore ce qui nous attendait dans cette mystérieuse maison à Boston. Mais j'étais prête à me battre pour moi-même, pour ma mère, pour une chance de vie nouvelle. J'ai regardé par la fenêtre du taxi médical, tenant fermement la main de ma mère. L'ancienne Ford, adaptée au transport des personnes alitées et des patients, avançait lentement sur la route défoncée, nous emportant de notre vie passée vers un avenir inconnu. La vente de la machine à coudre, notre seule source de revenus, avait financé ce voyage. Mais maintenant, je n'avais plus rien, sauf l'espoir d'une vie meilleure. Ma mère gémissait doucement à chaque chaos, et j'ai doucement caressé sa main ridée. « Tiens bon, maman. Nous arriverons bientôt, ai-je murmuré, bien que je ne savais pas moi-même ce qui nous attendait à la fin du voyage. « Vous allez loin, mademoiselle ?» a demandé le chauffeur, un homme âgé aux yeux gentils, en nous regardant occasionnellement dans le rétroviseur, lorsque nous nous sommes arrêtés à une station-service. « À Boston », j'ai répondu, en aidant ma mère. « Waouh, c'est tout un voyage. Visiter de la famille. » J'ai hésité. Comment pouvais-je expliquer que nous allions voir une personne complètement inconnue, que nous n'avions appris à connaître que quelques jours auparavant? « On peut dire ça », ai-je dit évasivement. Le chauffeur a hoché la tête avec compréhension et n'a pas posé d'autres questions. Lorsque nous avons repris la route, j'ai remarqué à quel point il évitait soigneusement les nids de poules pour ne pas déranger ma mère. En soirée, les contours de Boston sont apparus à l'horizon. Mon cœur s'est accéléré. Nous étions presque arrivés. Qu'est-ce qui nous attendait dans cette ville inconnue? Quelle sorte de personne était le mystérieux Marcus? Pourrais-je m'occuper de 2 personnes gravement malades à la fois? Le taxi s'est arrêté dans Quay Street. J'ai eu du mal à sortir, étirant mes jambes raides. J'ai regardé autour de moi, cherchant la bonne maison, et je me suis immobilisé de surprise. Le bâtiment de 2 étages qui devait être notre nouvelle maison avait l'air abandonné. Peinture écaillée, fenêtre du premier étage barricadée, une clôture tordue. Il semblait que personne n'y ait vécu depuis de nombreuses années. « Vous êtes sûr que c'est le bon endroit ?» a demandé le chauffeur avec scepticisme, en aidant à décharger mon fauteuil roulant avec ma mère. J'ai vérifié à nouveau l'adresse sur la lettre et j'ai hoché la tête. Oui, c'est la maison. Le chauffeur a secoué la tête mais est resté silencieux. Il a aidé à pousser le fauteuil jusqu'au porche, a pris mon paiement et est parti, me laissant, moi et ma mère, seuls devant la façade austère de notre nouvelle demeure. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes forces. Je devais d'une manière ou d'une autre faire monter le fauteuil roulant sur le porche et à l'intérieur. J'ai cherché une rampe, mais bien sûr, il n'y en avait pas et, vous avez besoin d'aide, a soudain appelé une voix. Je me suis tourné. Une femme âgée approchait de la maison, portant un sac de course. Elle a étudié les nouveaux arrivants avec curiosité. Bonjour. J'ai essayé de sourire. Oui, un peu d'aide serait bien. Nous allons vivre ici maintenant. La femme a halté. Vraiment? Des proches de Rebecca. Nous pensions qu'elle n'avait plus personne à part Marcus. J'ai hoché la tête, évitant plus de détails. Ensemble,
nous avons réussi tant bien que mal à faire monter le fauteuil roulant sur le porche. La clé envoyée par le notaire a tourné difficilement dans la serrure rouillée. À l'intérieur, la maison semblait un peu mieux que de l'extérieur. Mais la négligence était évidente partout, des meubles recouverts de poussière à l'air vicié qui semblaient n'avoir pas été touchés depuis des années. Je suis Sarah, votre voisine, s'est présentée la femme, en m'aidant à installer ma mère sur le vieux canapé du salon. Et vous devez être Dolores. Et voici ma mère, Nancy, j'ai répondu, en jetant un coup d'œil autour de moi. Excusez-moi. Savez-vous où est Marcus? Le visage de Sarah s'est assombri. Oh, ma chère. Personne ne vous a rien dit? Marcus est à l'étage, dans la chambre. Il est dans le coma depuis 3 ans après un AVC. Rebecca s'occupait de lui jusqu'à ce qu'elle tombe malade elle-même. J'ai senti un vertige. Une personne dans le coma. Je devrais m'occuper d'une personne dans le coma. J'avais déjà du mal à m'occuper de ma mère paralysée. Et maintenant, ça aussi. Venez, je vais vous montrer, a dit Sarah en me prenant la main et en me guidant à l'étage. La chambre était sombre. De lourds rideaux étaient tirés, ne laissant entrer qu'une fine bande de lumière du soir. Au centre de la pièce se trouvait un lit d'hôpital, emmêlé dans des fils et des tubes. Dessus gisait un homme d'une 40aine d'années, immobile, les yeux fermés. Seul le bip régulier des moniteurs indiquait qu'il était en vie. Voici notre Marcus, a dit doucement Sarah. C'était un bon garçon, intelligent, il travaillait comme programmeur, il gagnait bien sa vie. Puis il a divorcé de sa femme, ça l'a beaucoup affecté. Son cœur n'a pas supporté. J'ai fixé silencieusement le visage pâle de Marcus. Comment pouvais-je m'occuper de lui? Que fait-on pour une personne dans le coma? Je n'avais ni l'expérience ni les connaissances. Ne vous inquiétez pas, a dit la voisine, comme si elle lisait mes pensées. Je vais vous montrer tout. Je vais vous apprendre. Rebecca et moi nous relayons pour nous occuper de lui. Vous allez y arriver. J'ai regardé la femme avec gratitude. Merci. Je ne sais même pas par où commencer. D'abord, installez confortablement votre mère, a répondu Sarah. Ensuite, je vous expliquerai le planning d'alimentation et les médicaments de Marcus. Oh, et Rebecca a laissé des notes quelque part. Elle a tout écrit en détail. Les heures suivantes sont passées à une vitesse folle. Suivant les instructions de Sarah, j'ai installé ma mère dans une chambre au premier étage, changé la literie de Marcus, appris à changer les perfusions et à vérifier les moniteurs. Lorsque la voisine est finalement partie, promettant de revenir le matin, je me suis effondré d'épuisement sur une chaise près du lit de Marcus. La réalité de ce qui se passait refusait de s'installer. Hier encore, je rêvais de la façon dont l'héritage allait changer nos vies pour le mieux. Et maintenant, je fixais le visage immobile de Marcus. Qui était-il? De quoi rêvait-il? Savait-il même qu'il avait une cousine? Et surtout, y avait-il une chance qu'il se réveille un jour? Soudain, un faible gémissement est venu d'en bas. Ma mère m'appelait. J'ai soupiré et je me suis levé. J'ai affronté une longue nuit, la première de nombreuses autres dans cette étrange maison. Mais il n'y avait pas le choix. Je devais m'en sortir pour ma mère, pour Marcus, et pour moi-même. En descendant, j'ai aidé ma mère à prendre ses médicaments du soir et à s'installer pour la nuit. Comment allez-vous, maman? Bien installée. D'accord. Nancy a hoché faiblement la tête et a murmuré, Marcus, comment va-t-il? Je me suis assise sur le bord du lit de ma mère, prenant sa main. Il est dans le coma, maman, depuis 3 ans. Je ne sais pas si nous pouvons l'aider. Une lueur de sympathie est apparue dans les yeux de ma mère. Elle a levé avec effort une main et a touché ma joue. Vous allez y arriver, Dolores. Vous êtes forte. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je me suis penché et j'ai embrassé le front de ma mère. Merci, maman. Je vais essayer. Reposez-vous maintenant. Vous devez retrouver vos forces. Une fois que j'ai été certaine que ma mère s'était endormie, je suis retourné à l'étage auprès de Marcus. Je me suis assise près de son lit, prenant sa main inerte dans la mienne. Salut, Marcus, ai-je dit doucement. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je suis votre cousine, Dolores. Je suis venu m'occuper de vous. Et je promets que je ferai tout mon possible pour vous aider à vous sentir mieux. Bien sûr,
Marcus n'a pas répondu, mais j'ai eu l'impression que l'atmosphère de la pièce avait légèrement changé, comme si un mur invisible entre nous avait commencé à fondre. Je suis resté là jusqu'à tard dans la nuit, parlant à Marcus de moi-même, de ma mère, de notre ancienne vie. Quand la fatigue m'a finalement submergé, je me suis installé sur la vieille chaise à côté du lit. En m'endormant, j'ai pensé que demain marquerait le début d'un nouveau chapitre dans nos vies. Difficile, incertain, mais offrant peut-être l'espoir d'un avenir meilleur. Le matin m'a trouvé prise au dépourvu. J'ai frissonné en ouvrant les yeux, sans réaliser immédiatement où j'étais. Mon cou raide et mon dos douloureux m'ont rappelé la nuit passée sur la chaise à côté du lit de Marcus. Je me suis étiré, décontractant mes muscles, et j'ai regardé mon cousin. Il gisait aussi immobile qu'avant, le bip régulier des moniteurs étant le seul son dans la pièce. J'ai soupiré et je me suis levé. Une nouvelle journée devait commencer, pleine de responsabilités et de soucis. Je suis descendu, j'ai vérifié ma mère, toujours endormie, et je me suis dirigé vers la cuisine. Le vieux réfrigérateur m'a accueilli d'un bourdonnement sourd et d'étagères vides. Je devrais aller au magasin d'abord. En sortant, j'ai frissonné dans le froid matinal. Boston m'a accueilli avec un ciel gris et une pluie fine. J'ai regardé autour de moi pour essayer de m'orienter et j'ai remarqué une petite épicerie au coin de la rue. En revenant avec mes courses, j'ai trouvé ma mère éveillée. « Bonjour, maman. Comment vous sentez-vous » Nancy m'a offert un faible sourire et a murmuré « Mieux, ma chérie. » Et Marcus ? J'ai aidé ma mère à se laver et à prendre son petit déjeuner, lui expliquant mes projets pour la journée. Je devais examiner les documents de Marcus et étudier ses dossiers médicaux. Peut-être que je pourrais trouver de nouvelles méthodes de traitement. De retour dans la chambre de Marcus, je me suis mis au travail. J'ai trié méthodiquement les dossiers, en essayant de comprendre les termes médicaux et les notes du médecin. Les heures sont passées sans que je m'en rende compte, et bientôt il a commencé à faire noir dehors. Soudain, mes yeux sont tombés sur un vieil ordinateur portable sur le bureau. J'ai hésité. Avais-je le droit de fouiller dans les affaires personnelles de Marcus ? Mais il pourrait y avoir des informations importantes sur son état. Me décidant, j'ai allumé l'ordinateur. À ma surprise, il a démarré sans mot de passe. Sur le bureau, il n'y avait que quelques dossiers, travail, personnel et correspondance. J'ai ouvert le dernier et je me suis figé, voyant une longue liste de mails de quelqu'un nommé Leslie. En lisant les messages, mon expression est devenue de plus en plus tendue. Leslie s'était avérée être l'ex-femme de Marcus. À en juger par les emails, le divorce était loin d'avoir été à l'amiable. Marcus, je te le demande une dernière fois gentiment. Vends cette fichue maison et partage l'argent, sinon je t'attaquerai en justice et je réclamerai chaque centime. Lisez un des derniers emails datant d'une semaine avant l'AVC de Marcus. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de comprendre ce que j'avais lu. Le stress du divorce et les menaces de son ex-femme auraient-ils pu causer l'AVC ? Et si Leslie découvrait l'héritage ? Comme pour répondre à mes pensées, on a frappé fort à la porte. J'ai sursauté et je me suis précipité en bas. Sur le seuil se tenait une femme blonde frappante d'une trentaine d'années. Et derrière elle se profilait la silhouette imposante d'un homme en costume impeccable. « Bonjour, je suis Leslie, l'ex-femme de Marcus. Et vous devez être la parente dont on m'a parlé, » a dit la femme. Sa voix était trompeusement douce, mais ses yeux étaient froids. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. « Oui, je suis Dolores, la cousine de Marcus. Comment puis-je vous aider ?» Leslie a souri, bien que cela n'ait pas atteint ses yeux. « Oh, je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Voyez-vous, j'ai certains droits sur cette maison, et j'aimerais en discuter. C'est mon avocat, Lucas. » J'ai regardé les invités non invités avec confusion. Je ne comprends pas très bien. La maison m'a été léguée par tante Rebecca. Oh, ma chère, a dit Leslie d'un ton condescendant, en me tapotant l'épaule. Marcus et moi n'avons jamais officiellement divisé nos biens, donc techniquement, j'ai toujours droit à la moitié de tout ce qu'il possède, y compris cette maison. L'avocat a hoché la tête, confirmant les paroles de Leslie. Nous sommes disposés à résoudre cela à l'amiable. Vendez la maison et nous partagerons les bénéfices. C'est juste pour tout le monde. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Vendre la maison. Mais où irions-nous alors, moi, ma mère et Marcus ? Je ne peux pas prendre cette décision maintenant.
J'ai besoin de réfléchir. De consulter quelqu'un. Leslie a plissé les yeux. Bien sûr, réfléchissez. Mais pas trop longtemps, sinon nous devrons aller au tribunal. Et croyez-moi, ce sera bien moins agréable pour vous. Après la fermeture de la porte derrière les invités non invités, je me suis effondré sur les marches, épuisé. Que devais-je faire? Je ne connaissais pas la loi et je ne pouvais pas m'offrir un bon avocat. Devons-nous vraiment renoncer à la maison qui est devenue notre seul espoir d'une vie meilleure? Soudain, un faible gémissement est venu d'en haut. J'ai sursauté et j'ai couru dans la chambre de Marcus. Il était là, les yeux ouverts, essayant de bouger ses doigts. Marcus. Tu m'entends? J'ai saisi sa main. L'homme n'a pas répondu, mais ses doigts ont faiblement serré ma paume. J'ai senti des larmes me monter à la gorge. C'était le premier signe que Marcus revenait à lui. Ça va aller, ai-je murmuré, en caressant sa main. Je ne les laisserai pas prendre notre maison. Les doigts de Marcus ont faiblement serré ma main, et j'ai senti une vague de détermination m'envahir. Je devais trouver un moyen de les protéger tous. En descendant, j'ai entendu la voix de ma mère. Je suis entré dans la chambre et je me suis arrêté sur le seuil. Nancy était assise sur le lit, les yeux grands ouverts. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » « Ne pars pas, ma fille. » Nancy a dit clairement. C'étaient les premiers mots significatifs qu'elle avait prononcés depuis 2 ans. Je me suis précipité vers ma mère, l'enlaçant. « Je ne pars pas, maman. Je ne vais nulle part. Nous resterons tous ici. Je le promets. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sur la chaise entre le lit de ma mère et celui de Marcus, réfléchissant à la situation. Je devais trouver un moyen de protéger notre nouvelle maison, notre chance d'une vie meilleure. Le lendemain matin, je suis allé à la bibliothèque municipale. J'ai passé des heures à étudier des livres de droit, essayant de trouver une faille qui nous aiderait à garder la maison. De retour à la maison, j'ai trouvé Sarah inquiète sur le seuil. « Dolores, j'ai vu ce serpent de Leslie rôder autour de la maison. Fais attention. Elle est capable de tout pour l'argent. » J'ai hoché la tête, remerciant ma voisine pour l'avertissement. En montant dans la chambre de Marcus, j'ai commencé à lire à voix haute les lettres de sa mère que j'avais trouvées dans une vieille commode. C'étaient des messages chaleureux, affectueux, dans lesquels Rebecca écrivait à son fils sur sa vie, ses rêves et ses espoirs. Soudain, j'ai senti la main de Marcus me serrer les doigts. Je me suis figé, incapable de croire ce que je ressentais. Serait-il vraiment en train de réagir à ma voix? « Marcus, m'entends-tu? Si oui, serre-moi la main une fois de plus. » 1 seconde, 2, 3, puis une pression faible mais distincte. J'ai senti des larmes de joie couler sur mes joues. C'était une percée, une étape petite mais cruciale vers le rétablissement. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'abandonnerais pas. Pour ma mère, pour Marcus, et pour moi-même, je me battrais pour cette maison et notre avenir commun. Leslie et ses avocats n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Je suis peut-être physiquement faible, mais mon esprit et ma volonté de gagner sont plus forts que n'importe quel obstacle. J'ai pris un stylo et du papier et j'ai commencé à rédiger un plan d'action. Première étape, trouver un bon avocat. Deuxième étape, examiner tous les documents de la maison. Troisième étape, élaborer un programme de réadaptation pour Marcus. En m'endormant cette nuit-là, j'ai ressenti un calme étrange. Oui, une bataille difficile m'attendait, mais maintenant j'avais un objectif, un plan, et surtout, de l'espoir. Et avec cela, toute difficulté pouvait être surmontée. Le matin était couvert. J'étais assise près de la fenêtre, regardant la fine pluie brouiller les contours des vieux arbres dans le jardin. Je n'avais pas dormi de la nuit, réfléchissant à la stratégie contre Leslie. Soudain, le bruit d'une voiture qui approchait a brisé le silence. Je me suis tendu, m'attendant à voir la luxueuse voiture de Leslie. Mais un homme que je ne m'attendais jamais à voir ici est sorti d'une Ford cabossée. John, mon ex-mari. Mon cœur s'est serré douloureusement. Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi était-il là? J'ai regardé John, jetant des regards nerveux autour de lui, se dirigeant vers la maison. Une jeune fille marchait à ses côtés, présumément la voisine avec qui il était parti. La sonnette a retenti comme un coup de feu. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes forces, et j'ai ouvert la porte. « Salut, Dolores. » John avait l'air embarrassé.
Puis-je entrer? Nous devons parler. Je me suis silencieusement écarté, laissant entrer les invités non invités. Ils sont entrés dans le salon où John se déplaçait maladroitement d'un pied à l'autre et sa compagne regardait autour d'elle avec curiosité. « Pourquoi es-tu ici, John ?» J'ai essayé de parler calmement, bien qu'à l'intérieur je bouillisse d'indignation. John s'est éclairci la gorge. « Tu vois, Dolores, j'ai découvert l'héritage et j'ai pensé, nous sommes toujours légalement mariés. Selon la loi, j'ai droit à une partie. Je ne l'ai pas laissé finir. Tu m'as quitté quand j'ai perdu ma jambe. Tu as dit que tu ne pouvais pas vivre avec une personne handicapée. Et maintenant tu te présentes pour de l'argent. » La jeune compagne de John est intervenue. « Écoute, nous ne voulons pas de scandale. Donne juste à John sa part et nous partirons. » J'ai senti une vague de colère monter en moi. Sa part. Et qui es-tu pour décider ça? Je suis Alice, la petite amie de John, a-t-elle répondu fièrement. Et nous avons tous les droits. Sortez de chez moi. Je ne reconnaissais pas ma propre voix. Immédiatement, John a essayé de dire quelque chose, mais je le poussais déjà vers la porte. Après avoir claqué la porte, je me suis appuyé contre elle, sentant mes genoux trembler. En montant, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Marcus. Il était là, les yeux ouverts, comme s'il écoutait ce qui se passait en bas. Je me suis assise près de lui et j'ai doucement pris sa main. « Désolé que tu aies eu à entendre ça, » ai-je murmuré. « Ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas prendre notre maison. » Les doigts de Marcus ont faiblement serré ma main, et j'ai ressenti une vague de détermination m'envahir. Je devais trouver un moyen de les protéger tous. En descendant au sous-sol, j'ai commencé à fouiller méthodiquement de vieilles boîtes de documents. Les heures sont passées sans que je m'en rende compte, la poussière me bouchant le nez et les yeux, mais j'ai continué obstinément ma recherche. Soudain, ma main a heurté quelque chose de dur. Dans un coin éloigné, derrière une pile de vieux journaux, j'ai découvert un petit coffre-fort. J'ai eu du mal à le sortir à la lumière. Mon cœur battait plus vite. Comment l'ouvrir? J'ai essayé plusieurs combinaisons, la date de naissance de Marcus, celle de tante Rebecca, mais rien n'a fonctionné. Et puis ça m'a frappé. J'ai entré la date du décès de ma tante. La serrure a cliqué et la porte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait un épais dossier de documents. J'ai commencé à lire et mes yeux se sont écarquillés de surprise. C'étaient des papiers concernant le re-enregistrement de la maison au nom de Rebecca, daté d'une semaine avant l'AVC de Marcus. Il savait, ai-je murmuré. Il avait anticipé des problèmes avec Leslie et avait transféré la maison à sa mère. Maintenant, j'avais la preuve que Leslie n'avait aucun droit sur la maison. Mais ma joie n'a pas duré longtemps. Dehors, le bruit d'une voiture qui approchait a atteint mes oreilles. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Leslie sortir d'un SUV de luxe. John se tenait à côté d'elle, parlant avec animation de quelque chose. J'ai senti un frisson. Il s'était allié contre moi. Leslie a frappé à la porte. « Dolores, ouvre. Nous devons avoir une conversation sérieuse. » Je suis restée silencieuse, pensant frénétiquement à quoi faire. Leslie a persisté. « Si vous n'ouvrez pas la porte, nous appellerons la police. Nous avons des raisons de croire que vous retenez Marcus contre sa volonté. » C'est ridicule, ai-je crié à travers la porte. Marcus est dans le coma. Comment pourrait-il exprimer sa volonté? Exactement, a répondu Leslie avec douceur. C'est pourquoi nous vous poursuivons pour vous déclarer légalement incapable. Une personne handicapée ne peut pas s'occuper d'une personne dans le coma. C'est dangereux pour les deux. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il voulait me retirer non seulement ma maison, mais aussi mon droit de m'occuper de Marcus et de ma mère. À ce moment, un bruit est venu de l'étage. J'ai couru à l'étage et je me suis figé au seuil de la chambre de Marcus. Il était là, les yeux ouverts, essayant de bouger ses doigts. Marcus. J'ai couru au lit. Tu m'entends? Ses paupières ont battu et ses doigts ont bougé légèrement. C'était plus qu'un réflexe, Marcus essayait de reprendre conscience. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé une ambulance. Ensuite, j'ai ouvert la porte à Leslie et John. Entrez, ai-je dit calmement. Marcus se réveille. Les médecins seront bientôt là et vous verrez que je m'occupe de lui du mieux que je peux. Leslie et John ont échangé des regards stupéfaits. Leur plan s'effondrait devant leurs yeux.
Lorsque l'ambulance est arrivée, le médecin a examiné Marcus pendant longtemps. Incroyable, a-t-il finalement dit. Il semble que le patient émerge effectivement du coma. C'est rare, mais avec des soins appropriés, une amélioration significative est possible. Leslie a pâli. Mais comment? Il semblait désespéré. Le médecin a secoué la tête. En médecine, rien n'est désespéré. L'essentiel est l'amour et les soins de la famille. Et à en juger par ce que je vois, Marcus reçoit exactement cela ici. J'ai lutté pour retenir des larmes de joie. Marcus était vivant. Il se battait. Et maintenant, nous avions une vraie chance de guérison. Leslie et John sont partis les mains vides. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Ils n'abandonneraient pas si facilement. Mais maintenant, j'avais la chose la plus importante, l'espoir et la preuve que je pouvais m'occuper de Marcus mieux que quiconque. Le soir, assise au lit de Marcus et lui tenant la main, j'ai dit doucement, nous allons nous en sortir ensemble. Nous pouvons tout gérer. Et il m'a semblé que les doigts de Marcus serraient un peu plus fort ma main, comme en signe d'accord et de soutien. Le matin pluvieux m'a trouvé prise au dépourvu. Je me suis réveillé au son d'un bruit étrange à l'extérieur de la fenêtre et, en m'approchant, j'ai vu un homme inconnu examinant attentivement la maison. Mon cœur a fait un bond. Serait-il possible que Leslie et John soient passés à des actions plus décisives? Je me suis précipité en bas pour vérifier la sécurité des portes. En passant devant la chambre de ma mère, j'ai entendu une douce voix. « Dolores, qui est là? » « Ne vous inquiétez pas, maman. »« Je m'en occupe », j'ai répondu, en essayant de donner à ma voix un ton de confiance. En regardant par la fenêtre du salon, j'ai vu l'homme prendre des photos de la maison et écrire quelque chose dans un carnet. Ce n'était clairement pas un passant ordinaire. J'ai décidé d'agir. J'ai ouvert la porte et j'ai demandé à voix haute, « Puis-je vous aider ?» L'homme a sursauté de surprise et a essayé de cacher son appareil photo. « Non, non, ce n'est rien. Je suis juste en train d'inspecter la zone dans une cour privée. » J'ai haussé un sourcil. « Qui vous a engagé? Leslie ou John ?» L'homme a pâli, ne s'attendant clairement pas à une telle franchise. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Écoutez, je me suis avancé. « Je ne sais pas ce qu'on vous a promis, mais vous vous mêlez d'une situation très désagréable. Partez avant que j'appelle la police. » Le détective, car c'était clairement lui, a rapidement reculé. J'ai exhalé de soulagement, mais j'ai su que ce n'était que le début. Leslie et John n'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas trouvé un moyen de me prendre ma maison et mon héritage. En retournant à l'intérieur, je suis monté dans la chambre de Marcus. Il était là, les yeux ouverts, et il m'a semblé que la reconnaissance brillait en eux. « Bonjour, Marcus », ai-je dit doucement, m'asseyant près de lui. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» À ma grande surprise, Marcus a essayé de parler. Seul un râle est sorti de sa gorge. Mais je pouvais jurer qu'il essayait de dire mon nom. « Dolores », a-t-il enfin murmuré, et mon souffle s'est coupé. « Oui, Marcus. C'est moi. » J'ai pris sa main, sentant des larmes me monter aux yeux. « Tu me reconnais ?» Marcus a hoché faiblement la tête. C'était un véritable miracle. Hier encore, les médecins avaient dit que le rétablissement complet de la parole pouvait prendre des mois, voire des années. J'ai commencé à masser Marcus comme le médecin me l'avait appris. Je lui ai parlé du temps, de la façon dont les pommiers dans le jardin avaient fleuri, et d'une histoire drôle sur le chat de la voisine. Marcus a écouté, essayant occasionnellement de dire quelque chose, mais surtout il serrait ma main pour montrer qu'il comprenait. Soudain, son regard est devenu anxieux. Il a essayé de s'asseoir, pointant quelque chose derrière moi. Je me suis tourné mais n'ai rien vu. « Qu'y a-t-il, Marcus ? » « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. Marcus essayait clairement de m'avertir de quelque chose, mais ne pouvait pas le formuler. Ses doigts ont agrippé fermement ma main. À ce moment-là, le bruit de verre brisé est venu d'en bas. J'ai sursauté. « Je reviens tout de suite », ai-je dit à Marcus et je me suis précipité en bas. Dans le salon, j'ai trouvé une scène horrible, une fenêtre brisée par laquelle un homme inconnu était entré. À côté de lui sur le sol gisait un sac avec une poudre blanche. Je me suis figé, incertaine de ce qu'il fallait faire. L'homme, me voyant, a juré et s'est précipité vers la sortie. À la dernière seconde, j'ai remarqué une petite caméra tomber de sa poche. Mon cœur s'est emballé.
C'était un piège. Quelqu'un avait essayé de planter de la drogue dans la maison pour me compromettre. Les mains tremblantes, j'ai pris la caméra. Sur l'écran, j'ai vu un enregistrement de tout le processus. Comment le détective que j'avais rencontré le matin s'était faufilé dans la maison et avait dispersé la poudre. En quelques jours, j'ai appelé la police. En attendant leur arrivée, je suis monté auprès de Marcus. Il était là, les yeux ouverts, clairement dérangé par le bruit. « Ça va, Marcus ?» ai-je dit, lui serrant la main. « Tu essayais de m'avertir ?»« Oui, merci. » Marcus a souri faiblement et j'ai senti une vague de détermination m'envahir. Nous allions gérer tout ce que Leslie et John pouvaient imaginer. La police est arrivée rapidement. Je leur ai montré la caméra avec l'enregistrement, j'ai expliqué la situation avec l'héritage et les tentatives pour me prendre ma maison. Les officiers ont été impressionnés par mon sang-froid et ont promis d'enquêter. Quand la police est partie, j'ai ressenti une fatigue écrasante. Je me suis affalé sur le canapé, essayant de rassembler mes pensées. Soudain, on a frappé à la porte. Sur le seuil se tenait Leslie. Son apparence d'ordinaire impeccable était ébouriffée, ses cheveux en désordre, et ses yeux brûlaient d'un éclat fiévreux. « Où est-il » a-t-elle murmuré, essayant de me pousser pour entrer dans la maison. Qui ? Je l'ai bloqué. Marcus, bien sûr. Je sais qu'il a retrouvé conscience. Vous n'avez pas le droit de le garder ici. J'ai senti un frisson me parcourir. Comment Leslie avait-elle découvert l'amélioration de Marcus ? Leslie, calme-toi. J'ai essayé de garder ma voix stable. Marcus montre effectivement des signes d'amélioration, mais il est encore très faible. Tu ferais mieux de partir. Non. Leslie m'a poussé sur le côté et s'est précipitée à l'étage. J'ai suivi en boitant. Quand j'ai atteint la chambre de Marcus, je me suis figé d'horreur au seuil. Leslie se penchait sur le lit, essayant de débrancher les machines de maintien de la vie. « Si je ne peux pas avoir la maison, tu ne l'auras pas non plus » a-t-elle crié. J'ai plongé sur elle, essayant de la tirer du lit. Une lutte s'est engagée. Leslie était plus forte, mais j'étais rempli de la détermination de protéger Marcus. Soudain, un cri fort a retenti. Nous nous sommes toutes les deux figées. Marcus, se hissant sur ses coudes, s'est légèrement soulevé sur le lit. Son visage était tendu, mais ses yeux brûlaient d'une lumière claire et farouche. « Dehors » a-t-il haleté, désignant Leslie. « Hors de chez moi. » Leslie a reculé comme si elle avait vu un fantôme. Elle a trébuché vers la porte, marmonnant incohérément, puis s'est précipitée en bas. J'ai couru vers Marcus, qui s'est effondré sur l'oreiller, épuisé. « Tu vas bien ? » Mon Dieu, Marcus, tu t'es levé. Marcus a souri faiblement. « Je devais te protéger » a-t-il murmuré. À ce moment-là, ma mère a fait irruption dans la chambre. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à monter les escaliers après avoir entendu le tumulte. « Qu'est-ce qui se passe ici » a-t-elle demandé, haletante. J'ai embrassé ma mère, sentant des larmes de soulagement couler sur mes joues. « Ça va, maman. Tout ira bien maintenant. » J'ai regardé Marcus, qui tenait toujours ma main, et j'ai réalisé que c'était vraiment le début d'une nouvelle vie. Une vie dans laquelle nous devrions nous battre, mais une vie dans laquelle nous n'étions plus seuls. Le matin était d'une clarté inattendue après une série de jours sombres. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les premiers rayons du soleil percer les branches du vieux pommier dans le jardin. Soudain, le silence a été brisé par le bruit de sirènes de police. 2 voitures de patrouille se sont garées devant la maison. De la première voiture sont sortis 2 officiers, et de la seconde, un détective que j'avais vu la veille. Mon cœur a fait un bond. Serait-il possible que Leslie ait déposé une plainte à temps ? J'ai ouvert la porte avant que la police ne puisse frapper. « Bonjour. Comment puis-je vous aider ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. Un officier d'âge moyen au visage fatigué s'est présenté. « Agent Price. Nous sommes ici concernant l'incident d'hier. Puis-je entrer ? » J'ai conduit la police dans le salon, où une Nancy endormie mais anxieuse attendait déjà. « Maman, ne t'inquiète pas. Tout va bien. » Je l'ai rassurée. L'agent Price est allé droit au but. Nous avons arrêté Leslie Barnes pour suspicion de tentative de meurtre. Son complice, le détective privé Lucas Rogers, a également été arrêté pour falsification de preuves et tentative de planting de drogue.
J'ai senti la tension des derniers jours commencer à s'alléger. Alors, c'est fini, ai-je demandé avec espoir. Pas tout à fait, a répondu le capitaine. Nous avons besoin de votre témoignage et des images de la caméra de surveillance que vous avez trouvée. Nous aimerions également parler à Marcus Rogers si possible. J'ai hoché la tête et j'ai conduit la police à l'étage. Marcus était déjà éveillé. En voyant les étrangers, il s'est tendu, mais j'ai doucement serré sa main pour le rassurer. Marcus, ces gens sont là pour nous aider. Pouvez-vous leur dire ce qui s'est passé hier? Marcus a hoché lentement la tête, choisissant ses mots avec soin. Sa parole était encore un peu floue, mais les officiers ont écouté patiemment, enregistrant chaque mot. Quand les officiers sont partis, promettant de me tenir informé de l'affaire, j'ai ressenti un étrange vide. J'avais combattu si longtemps et maintenant la menace principale était passée. La réponse est venue de manière inattendue. Ce soir-là, John est apparu sur le seuil. Il avait l'air perdu et pitoyable, rien à voir avec l'homme confiant qui m'avait autrefois abandonné dans mon heure de besoin. Dolores, je suis venu m'excuser, a-t-il commencé, évitant mon regard. J'ai été tellement idiot. Quand tu as eu l'accident, j'avais peur des responsabilités. Et plus tard, en entendant parler de l'héritage, j'ai agi comme un parfait. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai regardé mon ex-mari, un mélange d'émotions contradictoires montant en moi. Une partie de moi voulait lui claquer la porte au nez, mais une autre partie comprenait, c'était une chance de clore enfin le passé. John, ai-je dit calmement, j'accepte tes excuses, mais revenir au passé est impossible. J'ai changé. Tu as changé. Il est préférable que nous prenions des chemins séparés. J'ai fouillé dans un tiroir de bureau et j'ai sorti un dossier. Voici les papiers du divorce et une ordonnance de restriction. Je les ai déposés il y a un mois, mais je n'avais pas le courage de les envoyer. Maintenant, je suis sûr que c'est la bonne décision. John a pris les dossiers silencieusement, a hoché la tête et est parti. J'ai fermé la porte derrière lui, sentant un autre poids du passé s'alléger de mes épaules. Les semaines suivantes sont passées à un rythme effréné. Marcus a récupéré rapidement, montrant de nouveaux progrès chaque jour. Les médecins ont qualifié sa guérison de miracle, mais je savais que ce n'était pas seulement la médecine. C'était l'amour et les soins qui l'entouraient. Un matin, Marcus a surpris tout le monde en descendant pour le petit déjeuner par lui-même, s'appuyant sur une canne. Je pensais, a-t-il dit, luttant avec les mots. Peut-être devrions-nous vendre une partie du jardin. Il y a de toute façon trop d'arbres, et l'argent pourrait aider à la réadaptation. J'ai été étonné. Marcus ne retrouvait pas seulement ses forces, mais commençait à jouer un rôle actif dans les décisions familiales. L'idée s'est avérée fructueuse. La vente d'une partie de la propriété pour le développement a rapporté suffisamment de fonds non seulement pour poursuivre le traitement de Marcus, mais aussi pour rénover la maison. Pendant les rénovations, je pensais souvent à l'avenir. Un jour, assise dans le jardin avec Marcus, j'ai partagé mes pensées. Tu sais, je n'arrête pas de penser à ce que nous ferons de cette grande maison une fois que tu seras complètement rétabli. Marcus m'a regardé pensivement. Et si nous ouvrions ici un centre de réadaptation pour des gens comme nous? Tu as tellement appris sur les soins aux malades. Cette idée a allumé un nouveau feu en moi. J'ai plongé dans l'étude des règlements, consulté des médecins et rédigé un plan d'affaires. Marcus, malgré son rétablissement incomplet, a aidé activement, utilisant ses compétences en programmation pour créer le site web et le système de gestion. 6 mois plus tard, un petit mais confortable centre de réadaptation pour personnes handicapées a ouvert ses portes dans la maison. Marcus et moi avons travaillé côte à côte, aidant les autres à naviguer sur le chemin que nous avions si péniblement surmonté. Notre proximité a grandi progressivement, presque sans que nous nous en rendions compte. Un but partagé, un soutien mutuel, une compréhension tacite, tout cela a culminé un soir lorsque Marcus, se tenant maintenant avec assurance sur ses pieds, s'est mis à genoux et m'a offert une bague simple mais élégante. Nous avons décidé de faire la noce dans le jardin au milieu des pommiers en fleurs. Invités, voisins, amis, patients du centre se sont rassemblés autour d'une longue table ornée de fleurs sauvages. Le moment le plus touchant a été le toast de ma mère. S'appuyant sur ses béquilles, elle se tenait près de la fenêtre, regardant le couple heureux. Mes enfants, vous avez prouvé que l'amour et la foi peuvent faire des miracles. Votre histoire est une histoire d'espoir pour nous tous. Moi, regardant ma mère, qui avait eu du mal à parler récemment, Marcus debout avec assurance à ses côtés,
et les invités souriants, dont beaucoup avaient traversé leurs propres épreuves, j'ai ressenti un bonheur écrasant. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était une célébration de la vie, une victoire sur l'adversité, une victoire de l'amour et de l'esprit humain. Ce soir-là, après le départ des invités, Marcus et moi nous sommes tenus dans le jardin, main dans la main, contemplant le ciel étoilé. Tu sais, a dit Marcus, quand j'étais dans le coma, j'entendais souvent ta voix. Elle m'a guidé sur le chemin du retour, m'a donné la force de me battre, et tu m'as donné un but, une raison de ne pas abandonner. Nous nous sommes sauvés mutuellement, j'ai répondu, me serrant contre lui. Nous sommes restés là longtemps, savourant le calme et notre proximité. Devant nous se dressaient de nombreux défis, un nouveau travail et des difficultés, mais maintenant nous savions qu'ensemble, nous pouvions tout surmonter. Par la fenêtre du 2e étage, la silhouette de ma mère est apparue. Elle regardait sa fille et son gendre avec un sourire, sentant ses propres forces revenir. Dans cette maison remplie d'amour et de soins, même les blessures les plus profondes guérissaient, offrant un nouvel espoir et une foi en l'avenir.